Nouveau forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Le thème de ce forum au jardin, nous avons le plaisir de recevoir Annie Dupéré pour Le fabuleux destin de l'œuf et de la poule aux éditions Michel Lafon, ainsi que Florent Kellier pour Histoire du jardin potager. Ce forum vous est présenté par Philippe Demey. Annie Dupéré, bonjour. Galanterie oblige, hein, je commence par la dame. Florent Kellier, bonjour aussi. Bonjour. Alors effectivement, on a parlé d'un livre donc, qui vient de paraître, Le fabuleux destin de l'œuf et de la poule. Mais en fait, il y a un autre livre dont il faut qu'on parle, c'est Le poil et la plume, bien évidemment vous concernant, puisque ce superbe ouvrage, Le fabuleux destin de l'œuf et de la poule, il y a des photos magnifiques, mais les textes... Il est absolument magnifique, mais les textes sont extraits en fait de cet ouvrage. Bien sûr, oui, oui. Alors, moi j'ai appris des choses en lisant ce livre. Tant mieux. Eh oui, effectivement. Parce qu'on vous connaît effectivement théâtre, cinéma, télévision, auteur de plusieurs livres, pas seulement sur les poules et les chats. Et j'ai appris qu'en fait vous étiez une fille de la campagne. Un peu, disons que je crois que si on gratte un petit peu tous les uns et les autres, on a plus ou moins des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui viennent de la terre. Vraiment très très souvent. Les purs citadins sur plusieurs générations sont assez rares finalement. Donc c'est une chose qui revient quand on a besoin tout à coup d'une prise de terre. Tout à coup, moi ça m'est venu vers 28-30 ans. J'ai eu un besoin de retourner à la terre et je me suis aperçu que je savais faire des tas de choses sans les avoir apprises. J'ai mon voisin dans la Creuse qui me disait « Mais qui c'est que t'as appris à bêcher ?» Je disais « Je sais pas, je sais quoi. Sans doute ma grand-mère le faisait et puis après on écoute quelques bons conseils et puis on reprend sa prise de terre. » Mais alors quand je disais que vous étiez une fille de la campagne, ce qui est drôle, et vous l'expliquez très bien, c'est que quand vous êtes arrivé en Creuse, que vous vous êtes installé, que vous avez voulu créer ce poulailler, bon, bien évidemment, vous étiez l'actrice, alors les gens vous prenaient pour la Parisienne qui venait s'installer à la campagne. Ouais. Et en fait, vous, dès votre plus jeune âge, à côté de Rouen, vous aviez été dans des conditions même quasiment, j'ai noté, rudimentaires. Hein. Ah oui, j'ai eu une enfance assez bizarre. Avant que mes parents ne meurent, malheureusement, avant 9 ans, j'ai connu un faubourg de Rouen qui a été détruit maintenant, qui s'appelait le faubourg Martinville, qui depuis le Moyen-Âge avait un délicieux surnom, il s'appelait le nid de chien. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et il y avait des usines, il y avait des tas de choses. Enfin, j'ai connu vraiment Zola, quoi. C'était vraiment l'assommoir. Et il y avait quand même des parcelles de terrain entre ces usines en bois, très vétustes, comme ça. Et ma grand-mère, là, avait un poulailler. Et notamment, ses poules couvaient dans sa chambre. Et je m'étais toujours demandé pourquoi elle faisait couver ses poules dans la chambre. Il a fallu que j'élève moi-même des poules pour que je comprenne pourquoi. Donc c'est toujours formidable quand les gens sont morts, quand on a quitté une enfance comme ça, 40 ans après, de se dire « Ah mais voilà, c'est donc pour ça qu'elle les mettait dans sa chambre, pour qu'elles soient tranquilles, que les autres ne viennent pas les embêter. » Donc j'ai eu tout à coup la réponse, comme ça, je me suis rapprochée d'elle, en fait. Alors, et puis après, effectivement, j'ai été adoptée par quelqu'un qui avait une maison, par ma grand-mère, qui avait une maison très rudimentaire. Il y avait un robinet d'eau, mais il y avait l'eau à la pompe, il n'y avait pas le chauffage, enfin bon, c'était encore une maison à l'ancienne. Donc c'est assez marrant parce que j'ai eu une enfance comme ça qui a passé par, comme au début du siècle, quelque part. J'ai l'impression d'avoir vécu assez longtemps. Et alors justement, quand vous vous installez en Creuse, pour vous, maison, jardin, ça rime avec poulailler, avec poule. Et puis là, vous dites, tiens, je vais aller chercher des poules. Donc vous en parlez à votre ami, Michel. Voilà, et l'aventure commence. Et l'aventure commence. L'aventure commence. On commence à découvrir des tas de choses, à découvrir que les poules ne couvent plus. Ce qui est quand même très surprenant, on s'y attend pas. Mais les poules ordinaires qu'on voit dans nos campagnes ne couvent plus. Alors, pourquoi? C'est la première surprise. On se dit, parce qu'à force de sélection de races, on a choisi des pondeuses, parce qu'il y a plus d'intérêt à avoir des œufs tout le temps que d'avoir une poule qui reste immobile sur un nid pendant 21 jours. Quel est le responsable de ça? Le poussin. C'est un con, il est génial, il sait tout faire à la naissance, donc il n'a pas besoin de mère. Donc évidemment, les hommes ont cherché à en profiter. Donc vaut mieux mettre un œuf dans une couveuse que de le laisser sous la poule. Bon, on comprend petit à petit toutes ces choses. Et puis ça m'a choqué au bout d'un moment de voir que les gens, en général, en connaissaient beaucoup plus sur des tas d'animaux exotiques, qu'on apprenait des tas de choses aux enfants, surtout sur l'éléphant, sur l'ours polaire, sur tout ce qu'on veut.
et pas sur un animal quand même qui nous sert depuis des millénaires d'une manière incroyable. Il y a un mépris, quoi. Bon, c'est une poule, c'est con, c'est bête, ça n'a aucune importance. Alors effectivement, quand on écrit aussi, on pose des questions, même si ce n'est pas un livre militant. Cet animal est le plus nombreux et le plus maltraité dans le monde. Or, il est éminemment apprivoisable. Il a une intelligence de poule, parce que si on dit qu'il est bête, c'est par rapport à quoi? Par rapport à nous. C'est nous qui sommes stupides, si on veut nous comparer. Et c'est un animal assez attachant, finalement. Oui. Et on se rend compte que vraiment, ce qui se passe à son sujet, c'est une horreur, quoi, avec les élevages, avec tout ça. Voilà. Et alors, pour avoir des poules, il faut un poulailler. Et alors, quand on lit le livre, je peux vous dire que chez Annie Dupéret, quand on fait un poulailler, on ne fait pas les choses à moitié. Hein. Bah oui, parce que sinon, c'est le renard qui passe ou les familles de fouines et il n'y en a plus. Donc on fait Donc, les faut choses les en protéger, grand. bien sûr. Faut les protéger. On fait un beau poulailler. Oui. Et alors, une autre chose, avant de parler du potager, qui m'a, alors pour le coup, fait sourire, vous faites l'apologie de l'œuf. Oui. Dans votre... Alors moi, j'ai noté... c'est ce qu'écrit Annie Dupéret. En parlant de l'œuf, elle dit « On devrait être rempli d'admiration et de respect lorsque l'on mange un œuf. Prenez un œuf dans votre main, il est doux, sa forme est idéalement harmonieuse, cosmique dans sa rondeur. Ce qu'il y a à l'intérieur est un produit noble, hautement nutritif. » On apprend même d'ailleurs dans votre livre comment reconnaître la fraîcheur d'un œuf. Oui. Oui. Alors comment on fait ? Eh bien, vous prenez un œuf, si vous voulez être sûr de le faire en coque ou si on peut le manger, vous remplissez une casserole d'eau ou un bol d'eau. S'il tombe complètement au fond, c'est qu'il est frais. S'il se relève un petit peu, ça va, on peut le manger encore très très bien en gâteau, etc. Et s'il flotte à la surface, c'est que l'œuf s'est rétréci à l'intérieur et que la chambre d'air est devenue énorme, il faut le jeter. Si l'œuf flotte, il faut le jeter. Voilà, c'est tout. C'est très simple. Donc voilà, c'est la leçon du jour à retenir. Si l'œuf flotte, il faut le jeter. Vous avez un potager? Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, j'ai un potager. J'arrive même à faire le potager, même en ayant un tournage, c'est vous dire. J'y arrive. Il faut faire grimper des choses, c'est ça. Faut renoncer aux carottes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si on sème quelque chose de très fin, qui plus est, qu'il faut éclaircir, et qui pousse en même temps que les mauvaises herbes, là, on ne s'en tire pas. Mais si on met des courgettes, si on fait grimper des haricots, si on fait grimper des petits pois, si on fait des patates, si on fait des choses comme ça, et a fortiori des petits marrons, on peut laisser ça tranquille avec un petit nettoyage tous les 3 semaines, ça va très très bien. Alors Annie Dupéret, vous allez peut-être apprendre, comme moi j'ai appris des choses sur le potager avec le livre de Florent Kelly. Alors vous êtes historien et maître de conférences à l'université François Rabelais de Tours. Et puis vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'alimentation du monde moderne. Alors votre livre, en fait, retrace dans sa totalité l'histoire passionnante et souvent ignorée du potager. Et notamment, ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que ça fait longtemps que l'homme a créé des potagers. Oui, c'est un petit peu comme pour les poulaillers. On est sur ce jardin qui était un petit peu ringardisé, qui était regardé de haut. On parlait de l'intelligence d'une poule, la question de l'intelligence d'une poule. On parle de bête comme chou, hein. On n'a jamais dit bête comme buis. Et il y avait un peu ce dédain, la volonté de ne pas regarder vraiment le potager, alors que le potager est présent dès l'Antiquité, était un lieu essentiel pour l'approvisionnement et paysans et des élites. Hein. C'est ça, souvent on dit les fleurs c'est joli, on dit un beau jardin lorsqu'il y a des fleurs, et on ne dit pas généralement un beau jardin lorsqu'il y a un potager, alors qu'en fait on apprend que même le potager, enfin le jardin même a été nourricier donc, avant d'être joli même à regarder. Oui, en réalité il est à la fois nourricier et d'ornement. C'est un contresens de vouloir présenter le potager uniquement comme un jardin de production. C'est à la fois un jardin de production et un jardin d'ornement, et on le voit dès le Moyen-Âge par exemple dans les baux où on impose la plantation d'herbes de soif odeur, hein, pour reprendre l'expression médiévale. On est sensible aux couleurs, aux odeurs, et c'est un jardin où on se promène également. Hein. Donc on a à la fois le jardin de production et le jardin d'ornement. Sans compter que certaines fleurs, et pas mal de fleurs, aident à éloigner les nuisibles. Bien sûr. Donc y a par exemple, je plante plein de roses d'Inde. Les roses d'Inde et les œillets d'Inde éloignent beaucoup de mauvaises petites bêtes qui s'attaquent aux tomates et tout ça. Et c'est vraiment, enfin moi, c'est très, très, très efficace.
Et dans les jardins ouvriers, dans les parcelles des jardins ouvriers, il y avait également des fleurs, il n'y avait pas que des légumes. Alors, justement, ce jardin, il a évolué depuis le Moyen-Âge, parce que notamment au Moyen-Âge, c'était un jardin qui était plutôt fait en hauteur, avec des parcelles qui étaient en hauteur, qu'on a tendance d'ailleurs à retrouver un petit peu aujourd'hui dans les jardins. Mais est-ce que les variétés de légumes ont évolué ? Énormément évolué, hein, puisque on ne sait pas fixer les variétés avant l'époque contemporaine, avant le 19e, 20e. C'est-à-dire que jusqu'au 19e, à chaque fois que l'on sème des légumes, on a des mutations obligatoirement. Il y a des phénomènes d'hybridation, de mutations génétiques, et donc un chou du 16e siècle ne ressemble pas à un chou du 18e, c'est une évidence. Ce n'est qu'à partir de l'essor des grands groupes semenciers qu'on est capable de produire à l'identique d'une récolte, d'une année à l'autre, exactement les mêmes légumes. Alors le prix, c'est une réduction de la diversité variétale, un petit peu comme les poules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut de moins en moins faire son autoproduction de semences, contrairement au système de l'époque médiévale ou de l'Ancien Régime. Et l'apogée de la diversité variétale du point de vue des légumes en France, c'est fin 19e, début 20e. Alors, le potager a évolué, et puis pour travailler son potager, on a besoin d'outils. Et les outils, par contre, là, on se rend compte que certains outils n'ont pas énormément évolué depuis le Moyen-Âge. Ah oui, même depuis l'Antiquité, pour certains, comme la serpette, par exemple, l'outil de jardinage est simplement le prolongement de la main. C'est un outil qui est vraiment humain. Et si vous prenez une bêche médiévale ou une bêche du XXIe siècle, c'est exactement la même forme. Ce qui change, c'est simplement la progression du fer. Le fer qui est évidemment omniprésent aujourd'hui, alors qu'à l'époque médiévale, on a une bêche en bois qui est simplement renforcée avec un peu de fer. Mais sinon, l'outillage est exactement le même. Et d'ailleurs, quand on prend les jardins ouvriers, quand à la fin du 19e, on veut promouvoir le jardinage, un des thèmes, c'est de redonner sa dignité au monde ouvrier en leur permettant de travailler avec leurs mains, alors que les machines sont considérées comme déshumanisantes. Le jardinage n'étant pas déshumanisant, puisque ça renvoie vraiment à une activité ancestrale. Et alors, tout bon jardinier sait qu'il faut tenir compte de la lune, bien évidemment, pour planter, pour semer. Et là, c'est pareil, en lisant votre livre, moi j'ai appris que, en fait, mais ça remonte, j'allais dire, quasiment à la nuit des temps, quoi, le fait de semer avec la lune. Oui. L'Antiquité, dès les agronomes antiques, on indique bien qu'il faut prendre la lune en compte pour toutes les activités horticoles. Et c'est un discours qui va tenir jusqu'à la Renaissance. Jusqu'à la Renaissance, on considère qu'il est normal de jardiner avec la lune. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que les élites vont condamner ce discours en le présentant comme un discours marqué par la superstition. Et on est dans une période de reprise en main par l'Église catholique. Et 19e, premier 20e, les élites sont hostiles à ce discours. Et second 20e, on voit réapparaître ce discours comme si le jardin avait sa propre rationalité, qui est une autre rationalité que celle qui est apparue au XVIIe siècle en fait. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous parliez justement le jardin a un rôle social important, hein, on parle notamment des jardins ouvriers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, le jardin est quelque chose qui va revenir ? Totalement, le jardin a été réenchanté par rapport aux 30 Glorieuses. C'est-à-dire que si j'avais écrit ce livre dans les années 70, alors j'aurais été très précoce, mais j'aurais terminé par une chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire que le jardin a été ringardisé après-guerre. Les années 60, 70, on est dans une économie de marché et on pense que le potager sera simplement un loisir de retraités. Truc à pépé et mémé. Exactement. Exactement. Et fin des années 70, on commence à reconsidérer un petit peu la question de la biodiversité. Et années 80, décennie 80, décennie 90, on voit le potager redevenir une tendance avec des réponses dans les villes, avec la volonté de retrouver du lien social par exemple. Et on va voir fleurir les jardins partagés, les jardins de quartier, les jardins familiaux qui vont redevenir des jardins ouvriers avec une vraie demande. Et mon dernier chapitre du livre s'appelle Le jardin réenchanté parce que on voit depuis une vingtaine d'années que le potager est redevenu ce qu'il était en réalité jusque dans les années 40-50 et jusqu'à la Maison Blanche. J'étais à Washington en mai pour un colloque sur les potagers en ville et on a évoqué évidemment le potager de Michelle Obama dans le jardin de la Maison Blanche où on est totalement sur ce retour du potager même dans les villes nord-américaines. Alors effectivement, dans même certains magazines télévisés de décoration, on peut voir que le jardin fait son retour sur les balcons, aussi sur les terrasses. Et d'ailleurs, vous, dans votre livre, Annie Dupéret, vous prédisez le retour des poules sur les terrasses et des balcons. Vous dites que d'ici 10-15 ans, on va en voir partout. Je m'empresse de dire que c'était une boutade. Ah bon?
et que j'ai été effrayée parce qu'il y a, y a quelqu'un qui m'a dit ah mais vous l'avez écrit mais ça a fait une traînée de poudre parce que on est absolument dévalisé pour les poules, les gens veulent les mettre sur les balcons. J'ai dit mais c'est affreux, elles vont être très malheureuses. Moi j'avais mis ça à la fin de mon livre un peu comme comme un bon mot. Il faut pas me prendre au mot, mon Dieu, c'est... Ceci dit, vous savez qu'il y a un département en France où on a essayé de lancer une opération en disant une poule par maison, parce qu'effectivement, ça peut donner un œuf par jour. Quoi. Oui, je sais, oui, il y a eu une opération comme ça, je sais, voilà. Je suis au courant. Oui. Donc, après les composteurs, peut-être que nous aurons effectivement un jour le droit d'avoir une poule à la maison, pourquoi pas, effectivement, des légumes. Faut mieux avoir un petit bout de jardin quand même. Un petit bout de jardin, oui. Comme... Ou un grand comme le vôtre. Vous avez un jardin, j'imagine? Oui, j'ai un jardin en 2003. Quand je me suis installé en Bretagne, j'ai pas été très raisonnable, j'étais très ambitieux. J'ai fait un beau potager et on m'a demandé d'être correcteur du jury de l'agrégation d'histoire. Donc j'ai délaissé mon potager pendant 2-3 mois et quand je suis revenu, c'est une véritable jungle. Des friches plutôt. Donc maintenant, c'est beaucoup plus raisonnable. Un potager de villégiature. Je vous dirais bien d'attendre la retraite pour vous en occuper, mais ça va demander quelques années quand même. Hein. Quelques années encore, oui. Très bien, donc ce sont 2 livres à découvrir. Le livre d'Annie Dupéret, donc Le poil et la plume, et puis si vous voulez de superbes photos que l'on vous a montrées donc, pendant cette interview, Le fabuleux destin de l'œuf et de la poule avec des photos de Franck Schmitt qui sont absolument superbes, une mise en page vraiment très jolie, très bien faite. Et si vous êtes des amateurs du potager et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire du potager, je vous conseille vivement le livre de Florent Kellier, donc Histoire du jardin potager, c'est paru aux éditions Armand Collin. Merci à vous. Merci à vous. Merci Annie Dupéret d'être venue et merci Florent Kellier. Et bonne foire du livre.